Je voudrais vous saluer tous au Conseil de l'Europe au nom de notre secrétaire général qui ne pouvait pas venir aujourd'hui mais qui m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Ça nous fait très plaisir de vous voir ici au Palais de l'Europe. Je pense que pour la plupart, vous êtes des Strasbourgeois. Je ne sais pas combien de temps, combien de fois il vous est arrivé de visiter le Palais de l'Europe, mais c'est une bonne occasion aujourd'hui. Donc, bienvenue au Conseil de l'Europe. Nous allons commencer et M. Dahan, je pense, va introduire la discussion de ce soir. Merci, M. Guessel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une conférence en ce Conseil de l'Europe qui est quelque part l'emblème de notre ville, un petit peu aussi notre fierté. Mais je dois dire que pour moi, il est impossible de commencer une conférence dans ce lieu sans rappeler la mémoire de deux personnes qui ont été Francis Rosenstiel et Gilbert Roos. Deux personnes qui ont été ici très actives dans ce Conseil de l'Europe et qui nous ont permis d'évoluer, de fonctionner dans cet hémicycle. Je dois dire à propos de Francis Rosenstiel que pour moi, comme pour d'autres de ma génération, il a été un maître, non pas en politique, mais en diplomatie, parce que ce qui se fait ici, c'est surtout de la diplomatie. Et j'espère que nous apprendrons ce soir à faire la distinction entre ces deux grands principes que sont politique et diplomatie, et qui, j'espère, nous aideront à comprendre, en particulier, les phénomènes d'antisémitisme que nous vivons actuellement en France, que nous voyons se développer en Europe, aux États-Unis, dans le monde en général, et ce, depuis le 7 octobre. Ce qui s'est passé le 7 octobre est certainement quelque chose qui, pour vous comme pour nous, a été un marqueur de notre vie, un marqueur de notre histoire, et que ce marqueur, nous devons l'utiliser, non pas pour pleurnicher, si je peux me permettre de le dire comme cela, mais pour, au contraire, nous renforcer. Et c'est là que ma rencontre avec M. Guessel fait que nous nous retrouvons ici, et je voudrais le remercier, et je pense que tout le monde ici peut le remercier parce qu'il fait un travail assez exceptionnel au Conseil de l'Europe pour la lutte contre toutes les formes de racisme, et en particulier contre l'antisémitisme. Ce soir, nous avons un orateur qui est absent. Il était prévu que le préfet Potier soit avec nous, mais il vient d'être nommé délégué interministériel par le président de la République pour la situation en Nouvelle-Calédonie, et il est donc parti avec le président Macron en Nouvelle-Calédonie depuis hier, et il y est encore ce soir, et il s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous, mais je sais que son éclairage, puisqu'il a été le responsable de la DICRA, c'est-à-dire cette structure qui existe au sein du Conseil de l'Europe et qui a pour objet de lutter contre le racisme et l'antisémitisme, nous aurait éclairé. Et cet éclairage, j'espère que nous pourrons vous le proposer dans l'avenir pour que vous puissiez, vous aussi, apprécier l'étendue du travail que font des gens comme lui. Nous accueillons ce soir, en particulier, à la fois M. Guessel pour nous parler de la lutte que le Conseil de l'Europe fait contre l'antisémitisme, mais aussi pour nous dire exactement comment il perçoit les choses. Nous aurons également ce soir le discours de quelqu'un que vous entendez très très souvent à la radio, à la télé. Vous le voyez réagir sur tous les événements qui ont lieu aujourd'hui. Et comme il me le disait tout à l'heure, nous sommes beaucoup dans la réaction. Beaucoup dans la réaction. Et je pense que nous en souffrons d'être dans la réaction. Il est temps maintenant que nous passions à autre chose. Élie Korchial, président du Consistoire central de France,
Et je crois que ce qu'il a à nous dire également sur sa vision de la situation des communautés juives de France depuis le 7 octobre, sa vision de l'évolution de la place du judaïsme et des juifs en France, tels que nous les subissons aujourd'hui, eh bien, il y aura un écho à son discours qui sera proposé par Ilan Sialom, qui est à la fois normalien, responsable de laboratoire, et qui nous dira, à son sens, quel est le paradigme avec lequel il faudra que nous réagissions et nous présentions les choses, nous aussi. Je pense qu'avec ces deux interventions, ces trois interventions, celle de M. Guessel, de M. Korchia et de M. Sialom, vous aurez, vous aussi, des éléments de réflexion, non pas pour dire, comme dans des discussions de comptoir, mais pour trouver cette force et cette sérénité dont nous avons besoin. Nous subissons, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'actes antisémites, une explosion, mais aussi, nous avons vu hier, nous avons tous été monopolisés en partie par le conseil municipal de Strasbourg, qui nous a beaucoup heurtés, et nous l'avons exprimé avec le grand rabbin à Madame la maire, avec les élus du CRIF, avec un groupe qui s'est autonomé, et je suis très fier que des jeunes strasbourgeois de 35-50 ans se soient à la fois autonomés, autoproclamés, collectifs. Nous vivrons, et ils veulent vivre à Strasbourg, ils veulent vivre en France, et ils veulent exprimer ce que nous avons tous du mal à exprimer, et nous a obligés à rentrer dans cette espèce de majorité silencieuse, et qui nous permettra demain de continuer de garder la tête haute et de vivre, non pas en se cachant, non pas en enlevant sa mezouza de la porte, non pas en changeant son nom quand on veut faire une commande de taxi ou de Deliveroo, mais en étant fiers de ce que nous sommes, parce que nous avons des choses à apporter à l'Europe, à la France, et nous continuerons de le faire. Merci, Monsieur Guessel. Si vous voulez bien, je vais passer la parole à mon collègue Stéphane Geisman, qui va essayer de diriger les débats avec vous. Voilà, bonsoir à tous. Alors, je vais juste, si le président me permet, en 2 mots, revenir sur la genèse de ce projet qui a lieu ce soir. Et on va la faire très rapidement. On est, avec le rabbin Netter et moi-même, on est à Lindelsheim lors d'un Shabbat organisé par cette communauté, après 1h30 de marche un Shabbat matin. Je ne vous raconte pas l'état dans lequel on est arrivé. En tout cas, au moins moi. Je suis trop près du micro. D'accord. Voilà. Et on a passé donc le Shabbat là-bas, et dans l'après-midi, on a eu un échange sur comment combattre l'antisémitisme. Et il y a eu, c'est vrai, plusieurs questions, moins de réponses, on va dire. Et je vous avoue que quand je suis rentré chez moi le soir, je me suis dit, mais ça a sens d'organiser une telle conférence. Et en général, quand j'ai une idée, quelle qu'elle soit, j'ai mon acolyte, le rabbin Sobak, qui est présent au fond de la salle, à qui j'expose mon idée. Et on a réfléchi ensemble sur cette idée de se dire qui on pourrait faire venir pour parler de ça. Donc moi, j'avais eu la chance de rencontrer Frédéric Potier il y a peut-être 1 an et demi quand on l'avait accueilli à Strasbourg. Et je sais qu'il avait été nommé par le président Macron délégué interministériel justement sur cette question de l'antisémitisme, entre autres, et toute forme de racisme LGBT et tout ce qui va avec. Et je sais qu'il continue à se battre aujourd'hui pour défendre la liberté des gens et lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et
j'ai ensuite soumis au président Dahan de dire ce qu'il nous faut, c'est un avocat. Et un avocat, qui d'autre que mieux pourrait être représenté que le président du consistoire central, Elie Korchia. Donc Maurice Dahan m'a donné son accord et a pris contact avec lui, et on a pensé avec le rabbin Sobag qu'il fallait également que l'Europe soit présente, et on a pensé, en tout cas le rabbin Sobag a pensé à Alexandre Guessel. Et ça c'est de l'institutionnel, et on s'est dit il faut rajouter quelque chose de plus terrain. L'institutionnel c'est super, c'est bien, on va en parler, ils vont avoir la parole, ils vont pouvoir nous raconter leur vision des choses, et Ilan Shalom, on l'a rajouté sur cette partie-là, terrain, parce que c'est un homme de terrain qui est à la fois géopolitologue et responsable de différentes associations, et donc il est en rapport à Paris quotidiennement avec des gens qui vivent ce fléau de l'antisémitisme sur le terrain et dans la vraie vie. Voilà, donc un petit peu la genèse de ce projet, et on a réfléchi après avec le président Dahan à la structure qu'on pourrait donner à cette conférence. Donc effectivement, le Frédéric Potier n'a pas pu être là avec nous, comme l'a dit le président Dahan. Et donc on va donner tout de suite la parole sur la première question qu'on va pouvoir poser à messieurs Guessel, Shalom et Korchia, que je vais vous donner tout de suite, si vous me le permettez. Voilà. Premièrement, un état des lieux de l'antisémitisme. Messieurs, s'il vous plaît, on va peut-être commencer par le président Korchia. Merci pour ces propos introductifs. Je remercie à la fois évidemment Alexandre Guessel pour cette invitation. Je ne sais pas, on en a parlé tout à l'heure en aparté, si c'est la première fois que ça se déroule dans un cadre pareil, mais en tout cas c'est rarissime d'organiser une conférence de ce type avec vous comme public. Et donc vraiment je voulais vous remercier très sincèrement pour cette initiative précieuse. Évidemment associé à ces remerciements, mon ami Maurice Dahan, le président du consistoire israélite, Stéphane qui vient de prendre la parole, les administrateurs qui sont ici présents et personnalités de la communauté, et évidemment un clin d'œil tout particulier à mon ami le grand rabbin Harold Veil, ainsi qu'aux rabbins qui sont ici présents dans la salle, et notamment le rabbin Sebag, dont tu as rappelé l'engagement dans cette conférence, et le rabbin Mendel Samama et les autres personnalités qui sont ici présentes et que je ne peux pas saluer toutes. Avec aussi un petit mot, tu as rappelé tout à l'heure la mémoire de Gilbert Ross, et comme mon ami Thierry Ross est présent dans cette salle, je voulais aussi le saluer et le remercier pour l'action qu'il a menée et qu'il continue à mener à nos côtés. Chers amis, effectivement, je suis là ce soir avec sans doute, sur cette conférence-là, sur cette thématique-là, avec un double regard. À la fois un regard en tant que président du consistoire central de France, merci, mais aussi, comme cela a été rappelé par Stéphane à l'instant, en tant qu'avocat. Merci de rappeler d'ailleurs mon métier, parce que actuellement, depuis le 7 octobre, je vous avoue que parfois je retourne à mon cabinet, on est heureux de me revoir, et donc effectivement, heureusement que je maintiens une activité professionnelle à côté de cette mission passionnante, exigeante, mais bénévole à 100%, qui est la mission de président du consistoire central de France, qui était censé me prendre 50% de mon temps, M. Guessel, et je ne veux plus calculer le pourcentage depuis ces dernières semaines. C'est important de revenir à titre liminaire sur effectivement ce que tu as rappelé au niveau de l'antisémitisme et de l'évolution de l'antisémitisme. Donc, comme il y aura plusieurs interventions, je crois, je vais vraiment faire mon introduction sur ce nouvel antisémitisme que nous connaissons. Parfois on me dit alors, M. Korchia, l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Il est clair qu'il y avait un antisémitisme avant le 7 octobre, il y en a un après, mais que le 7 octobre constitue un marqueur historique que nous avons tout de suite analysé, compris. C'est un marqueur historique aussi fort sans doute que nous avons pu vivre un après-Shoah. Et même si comparaison n'est pas raison et que vous ne m'entendrez jamais comparer ce qui s'est passé pendant la Shoah avec le 7 octobre, la haine, je dis bien la haine dans le massacre qui a été commis en Israël et les résurgences que cela a révélées dans le monde occidental dans son entièreté,
qu'on soit dans les facultés aux États-Unis, qu'on soit en Norvège ou qu'on soit ici à Paris ou à Strasbourg, effectivement, on a vu une haine que nous n'avions pas vue extériorisée, désinhibée de la même manière. Et ça, c'est l'après 7 octobre. Et c'est évidemment le premier pogrom, à la fois au XXIe siècle, qui a eu lieu en Israël, et dans le même temps, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'on tue des personnes en tant que juifs, parce qu'il ne faut pas oublier, je reviens d'Israël, je suis rentré d'Israël hier soir à minuit pour être présent avec vous aujourd'hui. J'étais dans le nord du pays, dans le sud du pays, et je peux vous dire que lorsque on analyse ce qui s'est passé, et qu'on voit des images et qu'on entend des témoignages lorsque les meurtres ont été commis par les terroristes du Hamas, il faut bien avoir en tête que ce qu'ils disaient, ce n'est pas « on a tué un Israélien », on a tué un Juif. C'est ça les propos qui étaient tenus. Yahoud, le Juif. C'est ça que les terroristes ont voulu commettre et qu'ils ont commis le 7 octobre en terre d'Israël. Et je fais le lien avec ce qui se passe chez nous, parce que quand je parle de ce nouvel antisémitisme à titre d'introduction, ce qui se passe là, ce qui est révélé à travers cela, c'est la continuité de ce que nous vivons dans notre génération depuis 20 ans. Et je le dis en remontant à une année, alors tout le monde va me parler de l'affaire Ilan Halimi, en 2006, je commencerai 3 ans plus tôt, par une affaire qui n'avait pas donné lieu à l'époque à une procédure judiciaire, puisqu'on avait qualifié l'assassin ou le meurtrier, tout dépend si on retient la préméditation ou non. On n'avait pas retenu cette procédure puisqu'on l'avait fait passer sous l'angle de la folie. Vous savez que c'est devenu ensuite une certaine habitude dans certaines affaires judiciaires. C'est l'affaire de Sébastien Selam, ce jeune DJ que l'on connaissait sous le nom de DJ Lamsé. Sébastien Selam qui est tué dans des conditions littéralement atroces en 2003. Donc nous sommes 3 ans avant l'affaire Ilan Halimi. Et c'est un dossier particulièrement important, puisque s'il ne va pas donner lieu à un procès devant la cour d'assises, pour abolition donc du discernement de son auteur, c'est un dossier qui nous démontre déjà l'acharnement et la haine dans un meurtre, parce que la victime est juive. On lui arrache les yeux, on le tue avec un nombre de coups de couteau impressionnant. Et le meurtre de Sébastien Selam, pour moi, est le démarrage des crimes antisémites dans notre pays. Alors, je ne veux pas m'appesantir parce qu'il y a d'autres choses à dire, mais je voulais remonter à cette année 2003, il y a un peu plus de 20 ans. Juste après, il y a l'affaire Ilan Halimi, sur laquelle je ne reviens pas, que vous connaissez tous, qui n'est pas une affaire à caractère terroriste, on est sur du droit commun, parce que parfois les gens mélangent tout. On mélange ce qui va se passer en 2012 à l'école aux Zaratora avec ce qui se passe avec Ilan Halimi, c'est 2 choses complètement différentes. Il faut bien comprendre que dans notre pays, les Juifs ont eu la double peine depuis cette dernière génération que nous vivons depuis 20 ans. D'une part, il y a eu les clichés antisémites, ce que j'appellerais l'antisémitisme traditionnel, et je n'aime pas ce mot, d'autres l'appellent aujourd'hui l'antisémitisme d'atmosphère, que nous avions déjà connu par le passé, et qui va être notamment le cas d'Ilan Halimi. Nous avons affaire à des voyous qui s'autoproclament et qu'on qualifiera de gang des barbares, qui montent un guet-apens, qui partent de l'idée que les Juifs ont de l'argent, alors qu'Ilan Halimi et ses parents, malheureusement, ne sont pas dans une situation particulièrement aisée, c'est loin qu'on puisse dire, et ils vont kidnapper avec un appât une jeune femme, Ilan, et on sait très bien, vous avez peut-être lu le livre ou vu le film 24 jours, c'est la lâcheté, et j'y reviendrai sur ce terme de lâcheté, c'est-à-dire que pendant 24 jours, dans toute une cité où Ilan Halimi est détenu, personne ne va parler. Et ça, c'est important de le dire parce que le combat contre l'antisémitisme, c'est avant tout le combat contre la lâcheté. Quand on ne dit rien, on est complice de l'antisémitisme. Et évidemment, ensuite, vous allez avoir les 2 grandes affaires que j'ai suivies, en tout cas comme avocat, bénévolement. L'affaire, évidemment, de l'attentat de l'école aux Zaratora. Et je voudrais rendre hommage ici à quelqu'un qui nous a quittés il y a 4 mois et qui est très présent dans mon esprit au quotidien, c'est mon ami Samuel Sandler. J'ai accompagné Samuel Sandler pendant toutes ces années d'instruction criminelle, jusqu'aux 2 procès en assises que nous avons eus avec son épouse Myriam. Et il faut le rappeler ici,
Parfois, on aime bien dépeindre les choses en noir. Ça ne fonctionne pas là, là ou là. La justice antiterroriste a quand même rendu une décision exemplaire au deuxième procès en assises dans l'affaire des attentats de mars 2012, qui visait à la fois les soldats et à la fois à Montauban et Toulouse, et à la fois les 4 victimes juives à qui je pense ce soir, Jonathan Sandler, Harry et Gabriel Sandler et Myriam Monsonego, à qui je rends hommage. La décision de la cour d'assises en appel est exemplaire puisqu'elle condamne le frère de l'assassin pour complicité d'assassinat à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Pour quelqu'un qui n'était pas physiquement présent sur les lieux, c'est la première fois que l'on condamne à une peine aussi importante de réclusion criminelle quelqu'un qui non seulement n'a pas tué matériellement, mais qui n'était même pas présent sur les lieux. Pourquoi ? Parce que la justice comprend que la complicité d'assassinat en matière terroriste, c'est l'aide et l'assistance qui peut être portée, et on démontre à l'époque que la thèse du loup solitaire n'existe pas en matière d'antisémitisme et de crimes antisémites, qu'il y a nécessairement dans l'entourage des complicités, et c'est un apport de la justice française, parce que j'y reviendrai, la justice a un rôle essentiel en matière de lutte contre l'antisémitisme, en dehors de l'aspect répressif et arrestation policière, et en dehors de l'aspect préventif. Et enfin, évidemment, je terminerai par dans l'évolution de ces dernières années, ce qui s'est passé en 2015, avec les attentats de janvier 2015, que j'ai aussi suivi comme avocat bénévole des 2 jeunes femmes qui étaient victimes, otages du terroriste, Zari Siboni et Andrea Chamak, ces 2 jeunes femmes qui ont pendant 4 heures et 4 minutes vécu une des pires scènes criminelles, terroristes, antisémites de ces dernières années face au terroriste qui a tué 4 personnes dans le magasin Hyper Cacher. Je fais ce lien parce qu'il faut bien se dire une chose. Prenez 2012 et prenez 2015. En quoi l'antisémitisme est constitutif de la haine des Juifs en même temps que la haine de la France? En quoi la haine du Juif est consécutive de la haine des valeurs que nous portons? C'est simple. D'abord, c'est une phrase que vous entendrez dans la bouche du terroriste Amédi Koulibaly lorsqu'il est dans le magasin Hyper Cacher. Il réunit les otages, il les fait asseoir par terre et il leur dit cette phrase que je citerai dans mes plaidoiries d'ailleurs. Vous êtes les 2 choses que je déteste le plus, vous êtes juifs et français. Cela démontre bien que combattre l'antisémitisme, ce n'est pas que l'affaire des juifs, c'est l'affaire de tous les citoyens français. Parce que lorsqu'on s'attaque aux juifs pour ce qu'ils sont en France, on s'attaque aussi à l'image même de ce que nous représentons. Et regardez, 3 séries d'attentats en mars 2012, à Toulouse, Montauban, Toulouse. Le 3e acte vise des juifs et se termine, la trilogie criminelle se termine par une attaque terroriste contre des juifs. Prenez janvier 2015, une trilogie d'actes, pareil, criminels, Charlie Hebdo le 7, Porte de Montrouge le 8, Hyper Cacher le 9, ça se termine encore de nouveau par les Juifs. On a commencé par un symbole différent, la liberté que défendaient les soldats, qu'on va tuer d'abord, et on finit par tuer des Juifs en mars 2012. On s'attaque à un autre symbole de notre pays, la liberté d'expression, en décimant la rédaction de Charlie Hebdo, des dessinateurs, des journalistes, et ça finit encore par le massacre où on veut tuer des Juifs, et c'est l'attentat de l'Hyper Cacher. Je finirai par 2 phrases qui me semblent assez symboliques aussi de ce combat que nous menons en France comme dans le monde contre l'antisémitisme. La première des phrases que je voulais vous citer, c'est une phrase que j'avais dite lors de la plaidoirie en première instance des attentats de janvier 2015. J'avais rappelé qu'en mars 2012, et je l'avais dit fermement et clairement, et je le dis notamment en présence de mon ami le grand rabbin Veil, qui était à Toulouse à cette époque, j'ai dit en 2015 devant la cour d'assises et devant tous les médias que les victimes de mars 2012 étaient restées trop longtemps dans l'angle mort de notre conscience collective. Et que malheureusement, il a fallu attendre 2015 pour que le pays tout entier, et à travers lui, bien plus largement encore qu'en France, que tout le monde comprenne que ce qui s'était passé en mars 2012, ce n'était pas que l'affaire de certaines personnes qui étaient plus exposées que d'autres. En mars 2012,
la population au niveau national s'est dit, bon, des soldats qui sont tués par un terroriste, quelque part, ça fait partie des risques du métier. Et des juifs qui sont tués dans une école, à quelque part, ça fait partie aussi des risques du métier de vivre quand on est juif, face à des terroristes islamistes. Il a fallu attendre 2015, et pas seulement janvier, novembre 2015, avec les attentats au Bataclan, dans les terrasses de café, pour que tout le monde prenne conscience de la gravité qui touche le pays tout entier. Vous savez, c'est la fameuse théorie, le fameux adage du canari dans la mine, qui prévient de ce qui va se passer. C'est ça l'antisémitisme aussi. Et malheureusement, les deux jeunes femmes que j'assistais, Zari Siboni et Andrea, sont parties vivre ensuite en Israël, à Jérusalem. Et je fais donc le lien avec ce qu'on disait pour l'après 7 octobre. Puisqu'aujourd'hui, le peuple juif a compris dans le monde entier que le danger est partout, y compris en terre d'Israël face aux terroristes du Hamas, du Hezbollah et des proxys qui les soutiennent. Cette phrase que j'ai prononcée à l'époque pour ces deux jeunes femmes, c'était la suivante, cher monsieur Guessel. J'avais conclu ma plaidoirie en première instance en disant que l'ironie de l'histoire avait fait que ces deux jeunes femmes avaient vécu en janvier 2015 une scène de guerre dans un pays réputé en paix et qu'elles vivaient depuis en paix dans un pays réputé en guerre. Et ça, c'est une idée qui m'est chère et qu'il faut réfléchir. Parce que lorsqu'on quitte la France pour un projet de vie, que ce soit en Israël, que ce soit dans d'autres pays, mais un projet de vie pour les générations futures, parce qu'on veut s'installer ailleurs, c'est une chose. Mais quand on prend la fuite, qu'on ne peut plus vivre dans notre pays parce qu'on a peur, pour le lendemain, pour le futur, ça c'est quelque chose d'inacceptable que je ne peux pas accepter. Puis la dernière chose que j'avais citée, c'était en hommage à Cabu, ce dessinateur qui, pour certains d'entre nous, a accompagné notre jeunesse. La veuve de Cabu avait expliqué à l'audience du procès des attentats de janvier 2015 qu'il avait dessiné en 1967 des dessins bouleversants sur la rafle du Val-d'Hiv. Et plus tard, ces dessins ont été exposés, les dessins de Cabu ont été exposés il y a 2 ans, et ce sont des dessins bouleversants sur la rafle du Val-d'Hiv, qui ont d'ailleurs donné lieu à un livre que je vous recommande d'acheter, qui a été commenté par un historien. Et elle avait dit, finalement, mon mari Cabu avait dessiné la pire tragédie du XXe siècle, avec la Shoah et la rafle du Val-d'Hiv contre les Juifs, et il aura été tué par la pire tragédie du XXIe siècle, c'est-à-dire l'islamisme radical et le terrorisme en France. Je terminerai par là. Tout est lié, chers amis. Tout est lié. La défense contre l'antisémitisme, c'est la défense des démocraties, notamment en France et en Europe, et c'est aussi, ne l'oublions pas, ce qui se passe depuis le 7 octobre, avec la désinformation terrible que l'on constate au quotidien et sur laquelle je ne reviendrai pas ici. C'est aussi le combat qui est mené à la fois en Israël contre les terroristes, parce que ce qui se passe aujourd'hui, la différence entre le Hamas, l'État islamique, le djihad islamique ou le Hezbollah, il n'y a que dans l'esprit de certains qu'il y a des différences. La réalité, c'est que le combat aujourd'hui contre l'antisémitisme, c'est aussi et avant tout le combat de l'Occident contre ceux qui prônent des valeurs qui n'ont rien à voir avec celles qui font notre pays, la liberté, l'égalité et la fraternité. Merci Elie Korcia. Je vous rappelle à chacun des intervenants que notre temps est limité, parce que au moins 2 de nos intervenants ont un train à prendre ce soir s'ils veulent rentrer à Paris. Et je vais poser la même question à Alexandre Guessel qu'à Elie Korcia. État des lieux de l'antisémitisme en Europe. Merci beaucoup. Je vais regarder le temps maintenant. C'est toujours très difficile de prendre parole après un grand avocat. J'étais aussi avocat avant de venir au Conseil de l'Europe, sauf que je ne suis pas venu à titre bénévole. Je suis payé ici et à plein temps. Mais je vais essayer de répondre à la question, non pas comme un juif par une autre question, je pourrais,
mais par une remarque. Monsieur Corchia, vous venez juste de nous dire que 2 de vos clients sont partis de France. Or, le terme même état des lieux, comme nous savons tous, est utilisé soit quand on prend le bail, soit quand on rend le bail. Donc je ne voudrais pas parler aujourd'hui de l'état des lieux parce que nous ne sommes pas bailleurs ici. Nous sommes propriétaires. Nous sommes propriétaires de cette démocratie dans ce pays où nous vivons et dans cette Europe unie où nous vivons tous entourés et sur la base des valeurs. Et ce ne sont pas des mots vides de sens. Surtout dans cet endroit, et je répète, l'honneur que nous avons ici au Conseil de l'Europe, moi et mes collègues de mon bureau, de vous recevoir. Alors, le Conseil de l'Europe, c'est un peu le symbole de Strasbourg, et en même temps le symbole un peu inconnu, puisque tout le monde qui habite à Strasbourg connaît ce bâtiment en face de l'orangerie, que tout le monde connaît mieux, quand même, heureusement d'ailleurs, heureusement. Mais parfois, le Conseil de l'Europe est confondu avec l'Union européenne qui est juste en face. Il y aura des élections bientôt et on a parlé avec M. Ross, notre ami, il y a quelque temps, il disait, avant les élections européennes, il faudrait faire quelque chose au Conseil de l'Europe. Donc, cette conférence, c'est aussi un peu comme ça, pour parler des valeurs. Alors, la différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, qui est une organisation sœur très importante, qui est aussi à Strasbourg, la différence est très claire. Le Conseil de l'Europe a été fondé en 1949, 4 ans après la fin de la guerre. Et le but de la création était le même but, ou même le même slogan peut-être, que celui de la création de l'État d'Israël. Never again, plus jamais ça. Plus jamais ça, disaient les pères fondateurs par rapport à ce que l'Europe venait de vivre. Plus jamais ça, disaient les pères fondateurs de l'État d'Israël par rapport à ce que le peuple juif venait de vivre. Donc, nous venons des mêmes racines, en fait. Et les mêmes problèmes que nous traversons, les mêmes malheurs et les joies nous interpellent et nous font réfléchir. Alors, le 7 octobre, Monsieur le Président, vous l'avez dit, a été un choc pour tous, pas que pour les Juifs. Je pense que tout être humain sensé ne pouvait que frémir quand il voyait les cadres, et d'ailleurs, malheureusement, les cadres ressortent encore aujourd'hui, et nous savons qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été vus, mais qui témoignent d'une horreur absolue. Mais pour les Juifs, c'était un point très particulier parce que les Juifs, nous pensions que les choses comme ça ne pouvaient plus arriver. Ce sentiment de vulnérabilité a été d'un choc total. L'antisémitisme a toujours existé avant, pendant, après. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les choses se sont beaucoup améliorées parce que l'Europe a pris conscience des crimes et des lâchetés, comme vous avez dit. Elle a créé les institutions, elle a créé la législation pour ne plus permettre l'antisémitisme d'État, si vous voulez. Mais malheureusement, ça ne peut pas s'appliquer toujours pour l'antisémitisme de climat ou d'atmosphère. Alors, le 7 octobre était un jour terrible qui a vu
qui a propulsé les actes antisémites à une force incroyable. Vous savez, les chiffres du ministère de l'Intérieur français, mais les chiffres des ministères de l'Intérieur de presque tous les États membres du Conseil de l'Europe, en particulier d'Europe occidentale, montrent une montée en flèche, mais une augmentation par 1000% des actes antisémites à partir du 7 octobre. Et c'est très important, cette augmentation a eu lieu tout de suite après le 7 octobre, pas après l'intervention israélienne à Gaza. Et c'est terrible ce qui se passe à Gaza, nous le savons. Et nous ne pouvons pas rester sans cœur, sans ce sentiment de... comment vous dire avec ce sentiment de ne rien pouvoir faire par rapport à des victimes innocentes à Gaza. Mais nous savons tous que ce n'est pas suite à l'intervention à Gaza que l'antisémitisme est monté en flèche. Non. Ça s'est passé à partir du 7 octobre. Et partout en Europe, pas à Gaza. Donc c'est très important. Alors, ici au Conseil de l'Europe, nous avons vu tout ça, bien sûr, comme dans toutes les institutions étatiques ou interétatiques. Et les questions étaient posées de quoi faire, comment répondre. Donc, le Conseil de l'Europe, depuis sa création, est une organisation pas politique, et même presque pas diplomatique. D'abord et avant tout, le Conseil de l'Europe est une organisation juridique. Le Conseil de l'Europe crée la norme juridique qui s'adresse, en fait, plus que devrait, qui s'adresse à tous les États membres, aujourd'hui 46 États membres. Les recommandations que prend le comité des ministres, les rapports qu'adopte l'Assemblée parlementaire, et surtout les conventions qui sont adoptées par cette organisation. Et d'ailleurs, la première des conventions, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui est limpide, qui est très très facile et qui n'aurait pas pu être adoptée aujourd'hui. Pour adopter un texte si facile et si clair, il fallait qu'on sorte de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour cette raison que cette convention est absolument précieuse. Et donc, à partir de cette convention, on a en fait évolué et on a créé d'autres textes. Sur l'antisémitisme en particulier, parce que l'antisémitisme a toujours existé. Mais depuis les années 2000, je dois dire que l'antisémitisme a été plus présent en Europe occidentale et en Europe orientale dans une moindre mesure. Parce qu'ils étaient mieux vaccinés, je pense, parce que pendant les régimes totalitaires communistes, il y avait un antisémitisme d'État. Donc il fallait, les États nouvellement démocratiques combattaient beaucoup plus fortement le fléau qu'en Europe occidentale. Et nous avons créé des textes, nous avons créé des recommandations, et surtout, nous avons un organe ici au Conseil de l'Europe qui est un organe de monitoring du racisme et de l'intolérance, qui est la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, qui a adopté une recommandation générale donc, qui s'adresse à tous les États membres, à tous ceux qui sont intéressés, mais surtout aux institutions étatiques, sur la lutte contre la haine antisémite. Je pense que c'est un texte absolument fondamental, qui est peut-être pas très bien connu, mais je vous conseille, si vous êtes intéressé, je vous conseille de le lire parce que ça se lit très bien. C'est un texte assez court, mais qui explique très bien ce que l'antisémitisme est. Bien sûr, je pense qu'on ne doit pas vous expliquer ce que l'antisémitisme est. Vous savez ce que c'est. Hélas, même des gens dans un État démocratique, les Juifs savent ce que c'est que l'antisémitisme. Mais je pense que l'explication donnée par ce texte est une explication aussi bien philosophique que pratique. Et elle s'adresse aux organes de l'État. Et elle dit ce que chaque État doit faire pour barrer la route à l'antisémitisme.
Et je citerai 3 lignes principales, et je pense que ça nous intéresse pour ce que je n'appellerai pas l'état des lieux. On dit quand même qu'il y a 3 choses principales que les États membres doivent faire. Ils doivent, 1, créer les politiques de coordination institutionnelle de la lutte contre l'antisémitisme dans les États membres. Qu'est-ce que c'est? C'est la création des organes compétents. C'est la création d'un envoyé spécial ou d'un agent du gouvernement ou d'une forme différente de l'institution qui serait chargée de la lutte contre l'antisémitisme. Ça paraît technique, mais ça ne l'est pas. Il faut qu'il y ait un organe de coordination à qui on pourrait s'adresser. Chacun des États européens a pris un chemin différent. L'Allemagne, par exemple, a créé un envoyé spécial gouvernemental, un commissaire, si vous voulez, en charge de la lutte contre l'antisémitisme. En France, c'est la DICRA, la délégation interministérielle pour la lutte contre l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui est une institution auprès du Premier ministre et qui recueille les plaintes, qui s'occupe de ces questions de manière très intéressante. Et malheureusement, Monsieur le Préfet n'est pas là avec nous, mais il était l'un des présidents de cette institution. Ça nous aurait été très intéressant de l'écouter. Aujourd'hui, à la tête de cette institution, c'est M. Olivier Klein, ancien ministre, et c'est important qu'aujourd'hui, la présidence de cette institution est donnée à un ancien ministre. Le pouvoir actuel français montre l'importance de cette institution. Donc, coordination institutionnelle. La deuxième ligne d'action, ça peut sembler banal, mais ça ne l'est pas, croyez-moi, c'est la prévention et l'éducation. Tout est dans l'éducation. Ça nous paraît clair, mais il y a une telle, croyez-moi, quand je rencontre les gens, je suis parfois absolument étonné, c'est pas le mot, de la méconnaissance de tout ce qui est fait juif. Les gens, tout simplement, les jeunes en particulier, ne savent rien. C'est incroyable. Et je ne parle pas que des questions mémorielles, comme la Shoah, ça aussi d'ailleurs. Mais tout ce qui est lié aux faits juifs, à l'histoire juive, il y a les mythes, et parfois il n'y en a même pas. Donc, l'éducation est très importante. Et puis, troisième, c'est l'investigation, l'enquête et l'importance de punir l'acte antisémite. Donc, barrer la route à l'impunité. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette ligne-là, parce que parfois on disait l'éducation est plus importante que la, comment on dit, prosecution, que la répression, voilà, que la répression. Eh bien, je pense que c'est aux parts égales que ces deux lignes doivent être perçues, parce qu'il n'y a pas de justice sans procès, sans enquête et sans punition. S'il y a l'impunité, l'antisémitisme va persister. Et d'ailleurs, ça s'adresse à tous les autres fléaux, tels que la haine anti-musulmane, ça existe aussi. Et aussi, quand on parle avec les personnes victimes, il y a cette demande de la justice. Donc c'est très important. Je vois que j'ai déjà beaucoup utilisé votre temps. Je terminerai avec un point. L'Union européenne, que j'ai citée, relativement récemment, a adopté un plan d'action, le premier de ce genre, un plan d'action de la lutte contre l'antisémitisme. C'est bien. Mais ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a impressionné dans ce travail, c'est que ce plan d'action se dénomme différemment. Il dit le plan d'action pour la lutte contre l'antisémitisme et pour la promotion de la vie juive en Europe. Et je pense que cette deuxième partie est probablement même plus importante que la première. Parce qu'il
l'Union européenne, et ça concerne les 27 États membres de l'Union européenne, et nous ici au Conseil de l'Europe, nous prenons ça aussi comme un des documents de travail importants. Ce plan d'action dit, oui, il faut lutter contre l'antisémitisme, mais ce qui est aussi très important, c'est de faire en sorte que les communautés juives en Europe puissent vivre ici, bien vivre, en tant que juifs et en tant qu'Européens. Donc, je termine par le même point où j'ai commencé. Il ne faut pas être résigné. Il n'est pas... Enfin, je veux dire, nous ne devons pas passer à l'état des lieux. Nous ne sommes pas sur le départ. Les Juifs en Europe, c'est un groupe qui vit ici depuis au moins 2000 ans, et ce n'est pas terminé. Et les pouvoirs étatiques et européens comprennent bien cette problématique et s'engagent à faire tout ce qui est nécessaire pour promouvoir une vie juive pleine, entière et prospère. Et nous allons le faire tous en passant par les hauts et par les bas, c'est clair. Merci. On va passer à notre troisième intervenant. Même question. Idan, l'état des lieux de l'antisémitisme. J'insiste vraiment auprès de vous, messieurs, parce que là, on n'est qu'à la production et il y a encore plein de points à voir. Il ne nous reste pas énormément de temps. Idan, la parole est à toi. Bonjour à tous, je vais essayer d'être bref après les interventions de qualité des deux autres intervenants. Il n'est pas facile de passer après un avocat, il n'est pas facile de passer après un représentant spécial, ancien avocat, mais je vais faire de mon mieux. J'ai peut-être un avantage sur vous, messieurs, c'est que je n'ai pas d'institution dans le dos adossé, donc je vais pouvoir, on est entre nous, avoir aussi un discours très libre dans mes propos et peut-être assez inconvenant. On est face à une situation qui s'est clairement dégradée depuis le 7 octobre, mais c'est une dégradation qui vient sur une dégradation. Élie Korchiel l'a très bien dit en parlant de 2003, je le salue d'ailleurs, le fait d'avoir parlé de Djidji Lamsé, qui a été sauvagement agressé dans mon quartier à l'époque, et j'étais étudiant à ce moment-là. On a beaucoup lutté pour faire reconnaître le caractère antisémite de cet acte. Ça n'a pas marché, mais c'était déjà un acte précurseur, et on voit où nous en sommes 21 ans après. Donc une situation qui s'est clairement dégradée, puisque de octobre à décembre 2023, ça a été dit, les actes antisémites sont accélérés dans de nombreux pays d'Europe. On a parlé de la France tout à l'heure, plus 1000% dans les actes. Ça équivaut au chiffre des 3 années précédentes cumulées en actes antisémites. Donc c'est extrêmement important, une situation qui est très sérieuse. Mais si vous prenez nos voisins dans les pays d'Europe, c'est plus 500% entre octobre et décembre au Royaume-Uni, c'est plus 400% en Allemagne, c'est plus 813% de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Et on parle du 7 octobre comme un marqueur historique, mais j'ai envie de dire qu'effectivement, cette situation s'inscrit dans un continuum, ça a été clairement souligné, mais nous avons connu à notre échelle, au niveau de la communauté juive de France, des petits 7 octobre. Si vous regardez, on a toujours tendance à croire qu'après un acte antisémite aussi grave que des attaques à Toulouse, que l'hypercacher, tous ces actes-là, que Mireille Knoll, Sarah Halimi, on aurait tendance à croire que la société va se réveiller. Après le 7 octobre, c'est plus 1000%. Mais j'essaie de trouver des chiffres. Après les attaques, les attentats à l'école aux Aratora de Toulouse, déjà, c'est plus 200% dans les actes antisémites. Après l'attaque de l'hypercacher, c'est plus 300% d'actes antisémites. Comme si un verrou avait sauté et que la parole, mais pas uniquement la parole, les actes se libéraient. Ça, c'est sur le terrain, j'allais dire, sur l'espace qui est physique.
Mais c'est encore plus grave sur l'espace numérique. Dans l'espace numérique, on est dans un sentiment d'impunité. Vous êtes derrière votre écran de téléphone portable ou d'ordinateur, et vous pensez que vous êtes seul. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez derrière un écran sans jamais être inquiété par la police. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a de nombreuses mesures, plans, lois qui ont été votées, mais quoi qu'il en soit, en ligne, on a plus 1200% de posts antisémites, donc une augmentation des posts antisémites. Ça concerne non seulement les juifs, Israël et les sionistes de manière générale, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde la grande diversité de l'antisémitisme, les formes d'antisémitisme, une des premières formes d'antisémitisme, c'est tout ce qui concerne les attaques d'Israël, le rapport au judaïsme à travers Israël. C'est un enjeu majeur et ça passe par là. Donc la situation, elle est grave, elle est sérieuse, elle s'inscrit dans un continuum, mais face à ça, puisqu'on m'a demandé de parler de la dimension, j'allais dire, terrain, opérationnel, on a l'apparition de multiples initiatives. Depuis le 7 octobre, on a eu, au moins sur le terrain numérique, on parlera après du terrain, de ce qui se passe, j'allais dire, dans le réel, de nombreuses initiatives qui ont été développées. J'insiste sur le terrain numérique, pourquoi? Parce que le terrain numérique, 60% aujourd'hui des 16-25 ans construisent leur rapport au monde, construisent leur identité politique sur les réseaux sociaux. 60%, c'est la première source d'information pour les 16-25 ans. Donc il y a une défiance vis-à-vis des médias traditionnels, mais il y a donc le fait de pouvoir accéder facilement à de l'information, ou ce qu'on appelle de l'information, sans avoir forcément d'esprit critique. C'est un enjeu, je ne développerai pas là-dessus, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que cette bulle informationnelle, le fait d'être constamment connecté avec des informations qui vous viennent volontairement par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous avez liké sur les réseaux sociaux, vous avez constamment le même type d'information qui revient. On est dans une bulle, on est entre nous, on pense que Internet est un lieu sans frontières où on va découvrir de nombreuses différentes perceptions du monde, différents rapports au monde, il n'en est rien. Les algorithmes aujourd'hui, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, sont des algorithmes qui vous amènent à rester entre vous, à vous conforter dans votre vision du monde et à ne pas se confronter à votre vision du monde. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui me semble très problématique. Et donc cet espace numérique est à la fois un terrain d'affrontement et un terrain d'information. Terrain d'information, il y a énormément depuis le 7 octobre d'initiatives, j'allais dire, narratives. Raconter une histoire autour d'Israël, autour des Juifs. C'est ce qu'on appelle en hébreu la hasbara. Et cette approche-là, c'est une approche qui est, on a parlé tout à l'heure de désinformation, sans rentrer dans le détail, c'est une approche qui est contre-informationnelle. On va essayer d'apporter un récit, un regard, des faits différents de ce qu'on va voir dans les médias traditionnels. Donc on a énormément d'initiatives qui ont été développées, je vous donnerai des chiffres juste après. C'est un terrain d'information, mais c'est aussi un terrain d'affrontement. Sur l'espace numérique, on a des groupes sur WhatsApp, sur d'autres plateformes, qui sont des groupes où on va sensibiliser, on va avoir des groupes qui sont de plus en plus gros. Moi, j'appartiens à un groupe qui a près de 400 personnes aujourd'hui et qui va être spécialisé dans l'identification de posts à caractère antisémite. Une fois qu'on les a identifiés, on lance une action de masse et cette action de masse va conduire à voir soit le compte qui a émis ce post à être effacé, soit être mis de côté, soit être effacé, et on va alerter automatiquement les différentes plateformes qui sont là pour modérer le contenu, ce qu'on appelle la plateforme Pharos. Donc on a énormément de choses qui sont créées, des alliances même qui sont créées avec des acteurs très différents, des citoyens, des influenceurs, des acteurs de la tech. Et fin octobre, pour vous donner un petit chiffre, on avait, dans le monde, on avait 120 salles d'opération qui suivaient au quotidien, heure après heure, minute après minute, ce qui se passait sur Internet, plus de 400 initiatives différentes. Mais ces chiffres-là, aujourd'hui, parce que ça a été beaucoup de bénévoles, ces chiffres diminuent de plus en plus. Donc voilà ce qui se passe sur l'espace numérique aujourd'hui. Je reviendrai après sur l'espace physique, puisque moi, aujourd'hui, ce qui me semble extrêmement important, c'est de changer de paradigme, de changer de façon de lutter contre l'antisémitisme. J'en parlerai peut-être après, mais on observe que depuis
ça a été dit, depuis plus de 20 ans, donc 23 ans depuis la seconde intifada qui a commencé en septembre 2000, on a eu des actes antisémites qui n'ont cessé d'être, j'allais dire, en dents de scie, mais toujours à un niveau largement supérieur à ce qu'on a connu avant la seconde intifada. Auparavant, si je vous demande de me citer un acte antisémite avant septembre 2000, vous allez peut-être penser naturellement à Carpentras. Carpentras, c'est un cimetière. Les cimetières sont des lieux extrêmement importants pour notre patrimoine juif, mais ce sont des lieux qui sont un petit peu éloignés de nos espaces de vie. Avec 2003, avec DJ Lamsey, avec Ilan Halimi, on commence à voir apparaître un antisémitisme de proximité. Ce que certains appellent un antisémitisme du quotidien, dans des lieux que nous connaissons, et donc qui sont des moments ou des lieux de vie qui vont avoir un impact sur notre perception de la société. Et c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant, qui change du tout à ce moment-là, et qu'il faut suivre avec beaucoup d'intérêt. Et si je dis ça, c'est que depuis 23 ans, nous nous attaquons à l'antisémitisme, mais en réalité, nous n'arrivons pas à trouver de réponse. Est-ce que l'objectif politique, c'est de voir disparaître l'antisémitisme? Tout le monde ici sait que c'est impossible. L'antisémitisme change de forme. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'éviter que cet antisémitisme soit mortifère, qu'il entraîne des morts. Parce qu'on sera confronté constamment, avec les différentes formes, à de l'antisémitisme. C'est une réalité. Et je pense qu'il faut l'accepter. À quel niveau, c'est une discussion qu'on peut avoir ensemble. Mais faire croire que nous allons réussir à lutter contre l'antisémitisme et à éradiquer l'antisémitisme, avec tout ce que ça comporte, ça me paraît illusoire. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense aujourd'hui que ce changement de paradigme est nécessaire. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous avons parié, à tort ou à raison, sur un appui décisif des acteurs institutionnels, de l'État, du gouvernement, des conseils régionaux, du Conseil de l'Europe, qui font un travail remarquable. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Mais il manque une pièce dans le dispositif. Ce n'est pas parce que nous nous attaquons à l'antisémitisme en étant proches de ces institutions qui, je le dis en passant, sont aujourd'hui, si on prend la France, remises en question. Vous savez peut-être, il y a un baromètre qui apparaît chaque mois sur la confiance des Français dans le politique. Cette confiance aujourd'hui, 3 Français sur 10 font confiance aux politiques. Est-ce qu'il est judicieux de coller aux politiques sur l'antisémitisme quand on sait que 3 Français sur 10 ont confiance dans le politique? Je laisse la question ouverte. Il me semble important, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, de travailler de fond en comble avec la société civile. C'est essentiel de travailler avec ces différentes forces intermédiaires, avec ces acteurs intermédiaires, les syndicats, les associations, les clubs sportifs. C'est un travail de fond qui est dur, compliqué. Ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là, alors pas en tant que professionnel, mais j'ai eu la chance en 2014 aussi, avec l'appui du Conseil de l'Europe, de faire un tour du monde des initiatives interculturelles. 50 pays, 450 initiatives rencontrées. Et quand on revient ici, on fait un tour de France. Je n'ai pas eu à faire dans les prisons que j'ai pu voir, dans les mairies que j'ai pu visiter, dans les salles de classe que j'ai pu visiter. Nous avons eu certes des paroles antisémites, c'est plus arrivé, comme des paroles anti-musulmanes, c'est aussi arrivé, mais jamais de discours construit. On n'a pas affaire à des idéologues en face de nous. Quand je parle de ces personnes-là, on a des idéologues de l'antisémitisme avec qui on ne pourra jamais tomber d'accord, c'est impossible. Mais on a des personnes qui sont, comme le disait Alexandre Guessel, dans l'ignorance totale du fait juif. La question que je me pose, c'est que lorsqu'on est confronté à ce type de discours, est-ce qu'on part du principe que ce sont des antisémites et qu'on ne peut plus parler avec eux? Et on a beaucoup d'ignorance, énormément d'ignorance. Ou alors, est-ce qu'on se confronte à ça et on met en avant quelque chose qui est essentiel, c'est d'être d'accord pour ne pas être d'accord. Et je pense, aujourd'hui, que dans la communauté juive, nous avons les armes pour affronter cette situation. Nous avons des millénaires de dialogue, de débat entre nous. On est quand même les champions de la controverse, les champions de la marque Loquette, c'est pas rien. Il est temps de les mettre à profit et de travailler non pas uniquement entre nous, mais de travailler aussi vers l'extérieur sur cette question d'antisémitisme. Merci Ilan. Monsieur Alexandre Guessel, vous êtes pour moi le président de séance. Avec votre autorisation, après, mesdames et messieurs, avoir passé un petit peu de temps, certes, à faire cet état des lieux de la situation
telle qu'elle est vue dans le monde institutionnel, consistoire central, Conseil de l'Europe, mais également sur le terrain, par Ilan Sialom maintenant. Vous savez, actuellement, il y a à Strasbourg le Forum des religions. Ce Forum des religions, auquel j'ai assisté ce matin, j'ai assisté à la séance d'ouverture avec le grand rabbin, a pour thème l'espérance. Et avant que nous continuions à échanger sur les différents outils que vous êtes venus espérer vous aussi entendre de la bouche de nos intervenants, je voudrais demander, avec votre permission, au rabbin Gatzebag de bien vouloir venir ici et en quelques minutes nous adresser un message d'espérance. Parce que je crois que nous en avons bien besoin. Après cela, je céderai la parole à nos différents orateurs et je leur demanderai d'être rapides et concis, mais aussi et surtout, pensez que nous voudrions donner la parole à la salle pour la dernière partie de cette réunion. Monsieur le rabbin. Bonjour à toutes et à tous. Si j'avais su que je devais parler, j'aurais mis une cravate. Alors, je suis désolé, avec la permission des éminents orateurs. Alors, c'est un honneur pour moi de parler devant une assemblée aussi prestigieuse, devant des orateurs aussi prestigieux. Parler de l'espérance. Alors, en tant que rabbin, forcément, quand on va essayer de parler de l'espérance, nous sommes dans la période que nous vivons maintenant, c'est entre la fête de Pessah, la fête de la liberté, et nous arrivons jour après jour vers la fête du Shavuot, la fête du don de la Torah. Et il y a un message qui est très fort, que nos sages nous font remarquer, c'est que lorsqu'on connaît un peu l'histoire de la Bible, alors on sait que la sortie d'Égypte, la liberté, on l'a obtenue grâce à un homme incroyable qui s'appelle Moïse. Pourtant, cet homme est le grand absent de la soirée qui commémore la liberté. Lors de Pessah, lors de la soirée du Pessah, son fameux Seder, le nom de Moïse n'apparaît qu'une petite fois. Comment ça se fait? Et là, nos sages d'expliquer que lorsque l'on doit essayer de parler de liberté, on pourrait faire une fausse route, celle de croire que c'est... mais je vais tout de suite tempérer ce que vous allez entendre. Mais celle de croire que c'est peut-être à travers, c'est grâce aux hommes que l'on pourrait arriver à une forme de liberté absolue. Nos sages nous expliquent que il faut lever les yeux vers le ciel, et c'est en essayant d'aspirer à une connexion beaucoup plus belle, beaucoup plus forte, celle d'une connexion avec Dieu, que l'on peut aspirer à une véritable liberté. Alors nos sages nous expliquent que ce serait ça peut-être l'erreur. Ce serait de croire que finalement le seul effort qu'il faille faire, c'est de nous tourner vers les hommes, vers leur savoir, vers leur responsabilité, et nous dire c'est bon, on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait nos manifestations, et maintenant tout ira bien sûrement. Attendre que l'homme se réveille, attendre que les hommes se réveillent, que la conscience se réveille, et là à ce moment-là on se dit tiens c'est bon, on a fait quelque chose de beau, tout ira bien. Il faut avoir la force aussi de comprendre que cette espérance elle se construit avec une véritable connaissance de l'histoire. Tout au long de l'histoire, le juif a été persécuté, ça a été répété à plusieurs reprises. Et la solution, elle est venue généralement de manière miraculeuse. Un peu folle, c'était absolument pas, c'était pas croyable. Et finalement, tout est arrivé. Voilà l'histoire du juif. Alors l'espérance, alors vous citiez, M. Gessel, vous disiez que l'éducation est toujours mieux que la répression. Lors de cette fête de Pessah, justement, l'objectif, c'est de transmettre à nos enfants
la fierté d'être juif, la fierté d'avoir une histoire miraculeuse, la fierté et la grandeur de faire partie de ce peuple. Voilà, si je devais parler d'espérance sur un seul pied, et ça m'a pris 10 mètres pour essayer d'y réfléchir, c'est ça, c'est comprendre que finalement notre histoire, elle est remplie de miracles. Lorsque l'on lève les yeux vers le ciel et qu'on implore notre Dieu, alors à ce moment-là, il y a quelques miracles qui arrivent. Parfois, on les voit venir, parfois, on les suscite, parfois, on les impose. À nous un petit peu d'essayer de mettre ça en place, et bien entendu, tout au long, tout à ce moment-là où on va lever les yeux vers le ciel pour aspirer à ce miracle, on doit aussi lever les yeux vers le bas pour parler à nos enfants et leur donner cette transmission si importante, si nécessaire. Le plus grand commandement de la Torah lors de la fête de Pessah, c'est justement ce questionnement que l'on doit susciter chez notre enfant. Voilà si avec ces mots que je vais conclure, c'est-à-dire levons les yeux vers le ciel et donnons de l'espoir à nos enfants, donnons cette envie de s'accrocher à notre peuple, à notre force et à cette résilience incroyable. Maintenant, messieurs, je vous demande d'éclairer le public sur les outils argumentaires que vous avez détectés à la fois dans vos réflexions et à la fois dans votre vision de la situation en France et en Europe. Élie, tu commences ? Moi, je suis toujours prêt à réagir et à répondre. Voilà. Toujours prêt à réagir et à répondre comme mon ami Maurice Dahan me donne la parole. Alors, comme on va passer après aux questions, et qu'on a fait, je pense, une première partie assez précise déjà du sujet, je voudrais vous livrer quelques mots peut-être de conclusion qui reviendront sur ce que je vous dis tout à l'heure en première partie et qui seront peut-être des propos conclusifs avant de répondre évidemment aux questions qui pourraient être posées. Sur l'action qui doit être menée, et quand on regarde le passé comme on l'a fait tout à l'heure sur cet état des lieux, pour reprendre l'expression qui nous avait été proposée, comment pourrais-je aujourd'hui vous dire que la situation, et quel regard pouvons-nous avoir de la situation en 2024 sur ce qui nous attend? En fait, je voudrais commencer par un propos optimiste. Parce qu'en ce moment, il y a tellement de choses négatives qu'il fait parfois bon au moins voir le bon côté des choses. La première chose que j'aimerais vous dire, puisqu'on a parlé tout à l'heure de cette génération qui est la nôtre, 20 ans, 25 ans, c'est une génération. Je pensais à mes enfants qui aujourd'hui ont environ 25 ans et qui, depuis qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes, depuis l'âge de 5 ans ou 6 ans, n'ont finalement entendu parler des Juifs à la télévision, à la radio, dans leur entourage, qu'avec les problématiques que nous avons parlé depuis tout à l'heure, dont nous avons parlé depuis tout à l'heure. Mais la grande différence avec il y a 20 ans, savez-vous ce que c'est avant tout? Parce que pour reprendre ce que disait Maurice tout à l'heure, il n'y a pas les gens qui sont dans les hautes sphères du palais de l'Europe ou des institutions juives et ceux qui, comme mon ami Lan, sont sur le terrain. Nous travaillons tous sur le terrain. De Lille à Marseille, de Nantes à Strasbourg. Et le grand changement par rapport à il y a 20 ans, vous savez ce que c'est? C'est qu'il n'y a plus de déni. J'ai connu, c'était le début de mon action communautaire, associative, bénévole, il y a 25 ans. À la fin des années 90, à la toute fin des années 90 et tout début des années 2000. Rappelez-vous le discours qu'on nous tenait. Mais arrêtez de parler d'antisémitisme et de hausse de l'antisémitisme. Vous en faites trop. C'est parce que vous en parlez qu'il va y en avoir encore davantage. Un ministre de l'Intérieur dont, par gentillesse, je ne citerai pas le nom, mais c'était sous le gouvernement de Lionel Jospin, à la fin des années 90, parlait d'affrontement intercommunautaire. Mais on ne disait pas les choses clairement sur ce qui était déjà le danger de l'augmentation de l'antisémitisme en France. Rappelez-vous du livre « Les territoires perdus de la République ».
que les auteurs ont dû écrire en se servant de pseudonymes, parce qu'on ne signait pas avec son nom, et que de belles âmes pensantes voulaient mettre de côté pour ne pas donner trop d'importance à cet ouvrage qui déjà posait les jalons du combat contre l'antisémitisme actuel. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a plus ce déni. Et ça, c'est une chose positive. On dit les choses, on pose les diagnostics et on explique les combats que l'on doit mener. Mais encore faudra-t-il, et je rejoins M. Guessel à ce sujet, au niveau européen comme au niveau français, encore faudra-t-il et faut-il se donner entièrement les moyens d'action. Parce qu'on parle de plan contre l'antisémitisme, il y en a régulièrement, et je sais que la volonté est sincère depuis ces 20 dernières années, mais quand on voit les résultats en face, il y a un réel problème, puisque non seulement les chiffres n'ont pas baissé, mais encore ont-ils augmenté. Et quand Ilan avait raison de rappeler tout à l'heure 1000% d'augmentation après le 7 octobre, et dès après, cher Alexandre Guessel, dès après, vous avez eu raison de le souligner, le 7 octobre, on n'a pas attendu qu'Israël, l'État d'Israël, se défende et réponde en attaquant les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Dès le 7 octobre, on sait tout de suite qu'il va y avoir une implication d'augmentation d'actes antisémites dans notre pays. Et si tu as parlé de 1000% d'augmentation au 4e trimestre, des chiffres du premier trimestre 2024 viennent de tomber. Ils restent particulièrement alarmants, puisqu'on a plus de 300% d'augmentation par rapport à l'année précédente, et déjà 366 actes antisémites sur le premier trimestre. Donc il n'y a plus de déni, il y a une action, mais encore faut-il que les moyens soient là. Et je citerai à ce titre-là les assises de lutte contre l'antisémitisme qui ont été initiées par la ministre Aurore Berger il y a quelques jours, puisque je prenais la parole, ainsi que le Grand Bain de France, à ces assises le 6 mai. J'espère que l'on va se donner des moyens supplémentaires d'agir, puisque, pour synthétiser ce qui a été dit, la réussite de cette lutte contre le fléau de l'antisémitisme, si on veut en faire une cause nationale, devra passer par une augmentation des moyens sur les 3 aspects suivants: la prévention par rapport à l'école, au collège et au lycée, la répression au niveau des actes, et on a un travail remarquable avec le ministère de l'Intérieur à ce sujet, et surtout le suivi de la judiciarisation. Parce que si le bas blesse aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir des chiffres très précis et un suivi très précis au niveau des arrestations avec le ministère de l'Intérieur. C'est d'ailleurs qu'on est capable de vous donner les chiffres de façon précise, mais on n'a pas toujours le suivi au niveau judiciaire pour savoir ce que donnent les affaires. Et s'il y a une chose à retenir d'important, c'est que le Premier ministre Gabriel Attal, tout récemment au dîner du CRIF, alors que nous étions le soir même de la première journée d'assises contre l'antisémitisme, a déclaré qu'il avait demandé à la chancellerie et au garde des Sceaux qu'il y ait dorénavant un travail pour que nous puissions suivre les affaires à caractère antisémite dans le temps judiciaire, ce que nous n'avons jamais réussi à faire jusqu'à présent. Je terminerai par un dernier mot, puisqu'on a dit que nous devions être synthétiques dans cette conclusion. Le 30 juin, j'organiserai la deuxième édition biennale de Yom Rashi, la journée du judaïsme français, qui n'est pas en Alsace, mais qui est là où a vécu Rashi, le plus grand commentateur de la Torah et du Talmud, lui qui vivait en 1040, il y a 1000 ans, en France, à Troyes, dans l'Aube. J'ai organisé cette grande journée parce que, comme je l'ai voulu en 2022, je ne veux pas que l'on prenne la parole que pour des aspects défensifs, en réaction aux thèmes sur lesquels nous sommes le plus attendus constamment, c'est-à-dire les attentats, les actes antisémites et la Shoah, même si ce sont des thématiques fondamentales. Il faut rappeler les modèles qu'ont été les Français juifs dans notre pays depuis le Moyen-Âge, depuis 1000 ans. Et cette journée de Yom Rashi me permet de réunir des familles entières. Plus de 2000 participants sont attendus et nous ferons des expositions d'art, des conférences, des spectacles. Nous ferons vivre le judaïsme français parce que nous avons toujours eu et nous continuons à croire dans ce qui fait les Juifs de France, des citoyens pleinement engagés dans notre pays. D'ailleurs, la devise du consistoire central depuis 216 ans, c'est religion et patrie. Nous devons continuer à être fiers de ce que nous sommes. Nous n'avons pas à être des Juifs cachés ou des Juifs honteux. Nous devons continuer à porter les messages que nous avons. Et je le dis en ayant une pensée toute particulière pour Jean Kahn, mon antéprédécesseur, pour qui j'ai une pensée dans ce palais de l'Europe toute particulière, parce que ça a été à la fois quelqu'un qui continue à m'inspirer dans mon action, même si je l'ai relativement connu. Je l'ai connu à la fin de son investissement pour le consistoire de France. Et mon cher Maurice, chers amis, messieurs les rabbins, mesdames et messieurs,
je ne pouvais pas, avant de vous donner la parole et d'éventuellement répondre à vos questions, je ne pouvais pas terminer cette intervention sans avoir une pensée pour Jean Kahn. Il fait partie, quand je parle de modèle, de ces Français juifs qui ont à la fois honoré le judaïsme et à la fois le pays que nous représentons ce soir. Monsieur Guessel. Merci. Pour poursuivre, vous avez parlé d'optimisme. Dans mon enfance, en Union soviétique, on disait quelle est la différence entre un optimiste et un pessimiste, et on disait que le pessimiste dit que ça ne peut pas aller moins bien, et l'optimiste dit mais oui, bien sûr que ça peut. Et donc, ça peut aller pire. Donc, je pense que, et ça c'est quand même quelque chose de très juif, ça peut toujours être pire. Nous le savons. Je me souviens, dans mon enfance, ma grand-mère, qui a connu les temps de sa vie, de son époque, le pogrom, la Shoah, la guerre, alors que tout le monde disait Nouvel An, nous vous souhaitons que tout soit meilleur, elle disait le plus important, que ce ne soit pas pire. Et je pense que ça fait partie de la sagesse de vie, y compris de la vie juive. Donc pourquoi je le dis? Parce que je pense que ce que je vois en France est tout à fait le contraire de ce que j'ai vu dans les 20 premières années de ma vie en Union soviétique, qui était un régime antisémite d'État. Donc, M. Shalom, vous avez dit l'antisémitisme ne doit pas être mortifère. C'est pas assez. Bien sûr, mais ce n'est pas assez. Il y a un danger. Vous voyez, dans mon enfance, j'ai vécu sous un régime purement antisémite. Les Juifs avaient des interdictions de faire ceci et cela, d'aller et venir, de faire les études de médecine, etc. Bien sûr, ce que nous vivons aujourd'hui en Europe n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a aucun antisémitisme d'État. Bien au contraire. Les États, aujourd'hui, sont les acteurs principaux qui défendent les Juifs lorsqu'il le faut. Mais il ne faut jamais, à mon avis, ignorer des signaux d'alarme. Donc ce qu'on voit ces dernières semaines et ces derniers mois, d'abord aux États-Unis, dans les campus, et ensuite, maintenant en France, on a vu à Sciences Po, dans d'autres facultés, où on nous a expliqué que certains étudiants juifs ont été conseillés de ne pas venir, pour leur bien, pour la protection. Ce sont des moments qui doivent vraiment voir sonner l'alarme tout de suite, parce que c'est là où le glissement est possible. Bien sûr, d'abord pour le bien, mais ensuite on ne sait pas. Et donc nous devons être plus que vigilants sur tous les faits qui risquent de nous voir glisser d'un antisémitisme d'atmosphère et de climat vers quelque chose de plus institutionnel, même si dans un premier temps, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, c'est ça qui me fait peur aujourd'hui, et j'invite tout le monde à être extrêmement vigilant. J'ai terminé mon propos tout à l'heure en parlant d'un changement de paradigme dans la lutte contre l'antisémitisme, avec un constat qui est simple, à savoir de dire que nous ne parvenons pas à juguler l'antisémitisme depuis plus de 20 ans, et donc, fort de ce constat, il y a un changement de stratégie qui doit s'opérer. Je pense qu'on n'a pas le choix. Puisque le titre de cette conférence, un des mots du titre de cette conférence était « argumentaire », je ne vais pas en 7 minutes, même pas,
vous donner un argumentaire contre l'antisémitisme et voir comment on peut se comporter. Par contre, voir un petit peu et réfléchir un petit peu sur la posture. Lorsqu'on parle d'argumentaire, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on a un mot en hébreu qui s'appelle la hasbara, l'explication, qu'on traduit par diplomatie publique, mais qui veut aussi dire, dans la bouche des diplomates israéliens, de développer un message pour soit défendre Israël, soit parler du judaïsme, qu'on relie aussi à Israël. Et ce qui est extrêmement intéressant depuis le 7 octobre, c'est que dans les universités israéliennes, dans les organisations israéliennes aussi, on se pose la question de l'efficacité de cette hasbara. Est-ce qu'elle est vraiment calibrée pour parler d'Israël? Je dis que c'était un des vecteurs aujourd'hui qui est utilisé pour attaquer les Juifs. Est-ce que cette hasbara, cette explication, est calibrée pour lutter contre l'antisémitisme? Je vais résumer en 2 phrases ce qui se passe aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, la question qui a été posée et la façon dont nous avons abordé la lutte, c'était de répondre à une question. Comment parler des Juifs? Comment parler d'Israël à l'extérieur? C'était ça. Quel format? Quel message? Ok. Mais poser cette question-là, ça ne nous amène pas à nous intéresser à celui qui va recevoir la réponse. La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas de comment parler d'Israël, mais pourquoi la population voudrait qu'on leur parle des Juifs? Pourquoi la population voudrait qu'on leur parle d'Israël? Quand on fait cette bascule, on va s'interroger sur comment segmenter la population, et je ne le dis pas de manière péjorative. Comment on va aller parler, et il revient d'une délégation, comment on va aller parler avec un journaliste des Juifs ou d'Israël? Comment on va parler avec un agriculteur qui se trouve dans la Creuse des Juifs et d'Israël? Ça suppose donc de s'intéresser à la société et de voir comment on va trouver un dénominateur commun. On parle d'agriculteurs. Israël est une puissance agricole sérieuse, pas au sens de quantité, mais au sens de toutes les technologies qui ont été développées pour travailler sur les rendements agricoles, travailler sur de nouvelles espèces, toutes ces questions-là. Donc il y a un dénominateur commun. Comment parler avec un jeune de banlieue des Juifs et d'Israël? J'en ai fait l'expérience moi-même. J'ai été il y a 3 ans de ça à Beersheba. J'ai choisi cette ville volontairement et pas Tel Aviv ou Jérusalem. Avec des jeunes qui ont été élevés, qui ont grandi en banlieue, qui étaient d'origine algérienne, pakistanaise. Et je ne vous raconte pas la difficulté de les faire rentrer en Israël. Et en les faisant aller à Beersheba, l'objectif était simple. De leur faire découvrir une ville en développement, une ville à la périphérie d'Israël, de la même manière qu'eux avaient aussi connu une existence à la périphérie de la France, dans ces fameux territoires perdus de la République. En faisant ce travail, on a découvert, déjà on a cassé des stéréotypes, en les faisant rencontrer des Bédouins, la ville de Rahat, à 15 km au nord de Beersheba, qui est la première ville bédouin du monde et qui est en Israël, et dont la communauté bédouine a payé un prix lourd le 7 octobre aussi. Et là, on a des personnes qui se disent, mais c'est ça Israël? C'est ça les Juifs? Mais on a un parcours commun. On est aussi arrivé en tant qu'immigrés en France. Vous êtes arrivés aussi ici avec une histoire forte, immigrés depuis le Maroc, depuis les pays d'Europe de l'Est, en Israël. Et là, ça crée des dénominateurs communs. Donc il y a un travail aujourd'hui à faire de réinvestissement de la société. Il y a autre chose qui me paraît important en termes d'argumentaire, c'est passer du rationnel à l'émotionnel. J'étais il y a 10 ans de ça, un peu plus que ça, quand je travaillais au Parlement européen, dans la salle au moment où l'ambassadeur d'Israël aux institutions européennes a parlé du navire Marmara. Vous vous souvenez de cette affaire? D'une unité d'élite israélienne, la Chayetet Shlosh Esrei, qui est intervenue sur le navire qui allait à Gaza, qui voulait casser le blocus. Il est rentré dans la salle et il a envoyé tous les éléments qu'il avait, les caméras, etc. On s'est dit que là, la vérité allait apparaître, que les députés européens allaient comprendre ce qui s'était passé. Je n'ai jamais vu un tel refus et une telle volonté de ne pas entendre ses propos, parce que de manière ou d'une autre, si lui présentait ses arguments, c'est qu'il était forcément biaisé. Aujourd'hui, on a face à nous une machine portée par le Hamas et ses proxys, portée par l'extrême gauche,
portée par l'extrême droite, parce que l'instrumentalisation de l'antisémitisme, elle existe des deux côtés. Et c'est comme si, en fait, puisqu'on est au moment du Festival de Cannes, je vais prendre une métaphore cinématographique, c'est comme si que nous, ceux qui défendent la démocratie, ceux qui défendent la façon de parler des Juifs, on est en train de travailler sur un documentaire. Alors, il y a des très bons documentaires, mais c'est très chiant, un documentaire. Et du côté du Hamas, on vous présente un blockbuster, avec des émotions fortes, avec des enfants. On oublie de dire que les enfants sont instrumentalisés. Le combat, il ne peut pas marcher comme ça. Donc il y a un travail aussi à faire, à passer du rationnel à l'émotionnel, passer de la réaction à la proaction. Et c'est tout à fait, je salue ce que a dit Élie Corchet tout à l'heure, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a 10 ans de ça, lorsque je parlais avec différents présidents d'institutions du fait qu'il y avait une maladie d'antisémitisme, pas uniquement parce que la démocratie était attaquée à travers l'antisémitisme, cette fameuse canari dans la mine, mais parce que, aussi, à force de parler d'antisémitisme, à force de parler de Shoah, et à force de parler de conflits israélo-palestiniens, israélo-iraniens, israélo-syriens, israélo-reste du monde, eh ben on arrive petit à petit avec nous-mêmes malades d'antisémitisme. On arrive à avoir un rapport anxiogène à la société. Il est essentiel de mettre en place un discours positif du judaïsme vis-à-vis de la société. On n'a rien à dire sur le développement durable en tant que juif. On n'a rien à dire sur l'écologie en tant que juif. On n'a rien à dire sur la fracture numérique, sur les questions des inégalités sociales. Lorsque vous allez voir le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, que vous voulez lui faire une leçon de politique étrangère, à quoi ça sert? Je le dis d'autant plus que je suis géopolitologue. À quoi ça sert? Il a déjà ses constantes, il sait déjà ce qu'il veut faire, il a déjà ses intérêts en tant qu'État. Par contre, à lui parler de choses qu'on découvre, où toute la société est concernée, parce qu'on est tous au même bateau sur de nombreux sujets, le réchauffement climatique en premier, là, ça a du sens. Là, il y a du travail à faire. La réponse qui m'avait été faite à l'époque, c'est « on ne sait pas faire ». Ben, je pense qu'aujourd'hui, on sait faire. Qu'on a des personnes qui sont capables de mener ce combat. Et il faut le faire. Il n'y a pas d'alternative. Merci. Voilà. Avant de conclure cette conférence, on va vous donner la parole. Je vous invite les gens qui veulent poser une question à lever la main pour qu'on puisse leur donner. Et on va vous laisser allumer votre micro. Monsieur, allez-y. Donc, Paul Landowski, j'ai 3 questions. Une question et 2 témoignages. Une question s'adresse à Maître Élie Corchet. Nous nous étions rencontrés rapidement lors du grand Shabbat mondial. Dans un état de droit comme la France, il y a un truc qui me choque et qu'on partage bien sûr ici, mais à l'extérieur, comment expliquer qu'un mouvement politique, je ne voudrais pas citer son nom, mais c'est M. Mélenchon et compagnie, comment dans un état de droit républicain, un tel mouvement politique a le droit d'exister? Moi, ça passe. Voilà la question. La deuxième question sur l'antisémitisme. Depuis tout petit, j'entends dans la terminologie française « manger en juif ». Quand j'ai dit à mon père, il m'a dit « t'inquiète pas, on est habitué », enfin c'était il y a longtemps, et aujourd'hui ça continue. Il nous est arrivé une aventure il n'y a pas longtemps dans un club de vélo, avec des personnes intelligentes. Nous étions assis au restaurant, un monsieur franco-allemand, peu importe, mais il était franco-allemand, et on parlait des gens voilés, en Allemagne, et tout d'un coup, il me dit « Ah, mais c'est comme les Juifs, ils ne se marient qu'entre eux. » Manque de bol, Marie-Josée Romain, je n'ai pas juive, il me dit « Mais 99% se marient entre eux. » Enfin bref, c'est un antisémite. Marie-Josée a pris le relais. Et là, c'est un travail effectivement fatigant, et je dis souvent, c'est fatigant d'être juif. Je rends hommage aux pères fondateurs d'Israël qui sont mes origines de ma famille, mais quand on parle d'état de droit au Conseil de l'Europe, Parlement européen et compagnie, comment, et est-ce qu'il est admissible ou est-ce qu'on peut admettre, comment on peut combattre des mouvements politiques hyper antisémites, hyper xénophobes pour les juifs, qui sont à danger? Et moi, ce qui m'inquiète, je me dis, est-ce qu'on va rester en France? Je sais qu'en Israël, c'est difficile, mais je suis très inquiet, je suis très optimiste, mais je suis très réaliste. Voilà. Merci pour vos... Merci. On va juste prendre encore 2 questions, comme ça on va tout traiter en même temps. Monsieur Balouka, on vous écoute. Merci messieurs pour vos interventions.
Vous parliez d'outils, vous n'allez peut-être pas vraiment mentionner un, qui est l'éducation. L'éducation chez les enfants, et on regarde les effets extraordinaires de ce qu'a apporté l'éducation à Gaza, puisqu'on a élevé tous ces petits-enfants depuis des années, dans la haine du juif, et encore maintenant. Et pourquoi cette haine du juif se perpétue? C'est parce que ça s'enseigne. Ça devrait servir d'exemple à la France, où on a complètement failli dans ce domaine. Est-ce que l'éducation a apporté quelque chose en France? Non. Samuel Paty est nord-coréen, Dominique Chevalier également. Le proviseur a démissionné, le Premier ministre s'était rendu sur place. Est-ce que ça a donné quelque chose? Monsieur Bensoussan a écrit un bouquin il y a très longtemps, qui est Les territoires perdus de la République. Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est là qu'il faut commencer. C'est à la racine, c'est chez les tout-petits, chez les enfants de maternelle. C'est là qu'il faut commencer à éduquer les enfants. C'est comme ça qu'on aura des adultes qui, eux, auront du respect pour les autres, et notamment pour les juifs. Merci. Merci. On va prendre une troisième question, Monsieur Weich, on vous écoute. Pas trop près du micro, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, merci avant tout pour toutes ces interventions éclairantes. J'ai une question qui est un peu plus adressée à M. Slalom. Vous évoquiez avec beaucoup de justesse la bulle qui se forme dans les médias numériques. Qu'en est-il selon vous de la bulle médiatique officielle nationale qu'on a dans les médias écrits, télévisuels français, qui aussi a une tendance à ne pas nommer le terrorisme, qui n'a pas tendance à nommer les choses justement, et qui crée un sentiment qui peut être tout à fait délétère à la communauté juive en général? Voilà, merci pour vos questions. On va donner la parole d'abord au président Elie Korchia pour les premières questions, puis à Ilan Sieran pour la suite, si vous voulez bien. Et s'il nous reste du temps après, on posera d'autres questions. Moi qui suis pour une augmentation de la féminisation dans les responsabilités, je regrette qu'il n'y a que des questions d'hommes, pas une question de femmes autour de cette belle assemblée. Mais non, je voulais répondre à la question qui a été posée tout d'abord de l'extrême gauche. La force d'une démocratie, et c'est la force d'une démocratie chez nous, comme c'est d'ailleurs le cas en Israël, pour faire le lien avec ce qui se passe dans l'après-7 octobre, c'est justement que tout le monde peut s'exprimer et qu'avant d'interdire, il faut déjà combattre. La question n'est pas aujourd'hui d'interdire tel ou tel parti politique. On ne l'a même pas fait à l'époque quand un parti politique, de l'autre côté de l'échiquier politique, nous parlait de duraphore crématoire et d'autres propos qui étaient condamnés par la justice. La question dans une démocratie, ce n'est pas donc d'interdire en l'état ce parti, mais à mon sens de le combattre. De le combattre par rapport à ce qu'il distille aujourd'hui. Il distille à travers les propos qui ont été portés, d'ailleurs je ne mets pas tout le monde dans le même sac, en tout cas ceux et celles qui ont porté des propos qui se voulaient antisionistes, viscéralement, foncièrement antisionistes, en fait ont porté des propos antisémites. Et quand il a fallu le dénoncer, je l'ai dénoncé, vous le savez, ainsi qu'un nombre de mes amis. Donc je combattrai cela, et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui on voit bien que de l'autre côté de l'échiquier politique, le Rassemblement national peut finalement remercier avant tout Jean-Luc Mélenchon, Porte, Panot, Obono et leurs amis, puisque finalement ils ont concentré sur eux tout ce qui fait aujourd'hui l'extrémisme et la radicalité dans la société sur ce versant-là, sur cet aspect-là. Donc finalement, beaucoup peuvent les remercier, et je crois qu'à notre niveau, il faut les combattre. Mais vous savez, je reviens d'Israël, où j'étais pendant 2 jours, de la frontière du nord jusqu'au sud, et certains responsables me disaient que la démocratie israélienne, c'est qu'aujourd'hui, en Israël, certains prennent la parole contre la position qui est celle aujourd'hui de faire la guerre. Et par exemple, tout le monde laisse parler tout le monde, et les combats se font aussi sur le terrain des idées. C'est pour ça qu'il est particulièrement choquant, et je ne pouvais pas ne pas en dire un mot en rebondissant sur votre question, particulièrement choquant de voir par exemple le procureur de la CPI qui ose lancer un mandat d'arrêt international dans le même temps contre ceux qui sont à la tête, et en fuite d'ailleurs, qui ont été à la tête du pogrom antisémite commis en Israël le 7 octobre, et ceux qui en sont aujourd'hui à la tête d'un État démocratique
qui se défend dans une guerre terrible, mais qui se défend pour éradiquer les tenants et les infrastructures des terroristes. La deuxième question sur laquelle je voulais effectivement rebondir, c'était quand vous parlez d'éducation, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, en disant qu'il y a 3 choses fondamentales: la répression, la judiciarisation, mais avant tout la prévention. Et je sais qu'il y a un travail fondamental, et je le dis à chaque fois, tant au ministère de l'Éducation nationale qu'à travers la DILCRA, le travail sur l'éducation est fondamental. Et vous avez raison de dire que ceux qui prônent aujourd'hui les valeurs qui sont contre l'Occident, contre les valeurs que nous défendons, et notamment vous avez donné l'exemple de la bande de Gaza, quand on insuffle une théorie antisémite à des enfants, et ben, quand ils deviennent adultes, évidemment, ils la mettent en pratique. La dernière chose, vous avez cité les territoires perdus de la République. J'étais avec Georges Bensoussan il y a quelques semaines pour une conférence. Il faut continuer, là encore, à donner la parole à celles et ceux qui donnent de l'information juste. Parce que le gros problème aujourd'hui, quand vous parlez avec des personnes dans la société civile, c'est l'inculture de plus en plus grande de ces sujets, et nous avons besoin de donner de l'information. Donc à chaque fois, on continue à faire des conférences et des colloques, parce que plus les gens sauront de quoi on parle, plus on saura nous aussi mieux lutter contre l'antisémitisme. Merci. Ilan. Pour répondre à votre question, il y a une différence fondamentale entre la bulle informationnelle médiatique et la bulle informationnelle du numérique sur les réseaux sociaux. La grande différence, c'est que sur la bulle informationnelle médiatique, alors je parle des journaux, je parle des médias, de la télé, de la radio, la grande différence, c'est que vous pouvez zapper. C'est pas mal déjà. Si vous n'êtes pas content de ce qui se passe sur BFM, vous allez sur CNews ou ailleurs. Ça peut vous conforter, ça peut vous amener à voir les choses, mais je pense que le problème, il est ailleurs. Le problème, il est d'être capable, notamment pour la plus jeune génération, d'arriver à être d'accord pour ne pas être d'accord. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Dès lors qu'on voit quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui n'a pas la même perception que vous, on parle de la démocratie israélienne et ils sont champions, je pense, de la démocratie, y compris en temps de guerre, d'être capable de s'écouter et de s'entendre. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on est obligé, lorsqu'on écoute quelqu'un, de devenir comme lui, mais il y a un point qui est majeur, c'est non seulement d'être capable d'écouter le point de vue de l'autre, et je pense qu'au niveau médiatique aujourd'hui, on a d'excellentes émissions, je dis pas qu'elles le sont toutes, mais on a des émissions qui arrivent à donner la parole à différents acteurs et à essayer de se faire une idée à peu près précise des différents courants qui existent, y compris ceux avec qui on n'a aucune affinité ou aucune acquaintance. Ça, c'est la première chose. Mais il y a quelque chose qui est, à mon avis, encore plus important, et ça rejoint la question de l'éducation. Aujourd'hui, lorsque j'enseigne pour des Master 2, pour ne pas la nommer à l'Université de Dauphine, notamment, on n'est pas dans une sophistication de l'enseignement. On revient à des choses basiques qu'on apprend presque au CP, à savoir être capable, face à l'information, de se poser des questions basiques. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Parce que c'est facile, après tout, on reçoit quelque chose sur nos réseaux sociaux ou ailleurs, on se dit que c'est la vérité, puis on ne questionne pas. D'où vient la source, quelles sont les stratégies politiques derrière. Et il y en a des stratégies politiques extrêmement fortes, extrêmement complexes, et c'est un point qui est essentiel. Maintenant, autre point sur ce que vous dites, comment cette bulle informationnelle médiatique elle a un impact sur l'opinion publique. J'ai ici les chiffres d'un rapport qui a été commandé par le CRIF auprès de l'IFOP. On en est à la 3e vague d'études, et qui essaie de montrer quelle est la sympathie que peuvent avoir les Français vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du Hamas et vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Depuis, alors première vague en 24-25 octobre, la deuxième le 8 novembre, la troisième le 30 novembre, et la quatrième a eu lieu il n'y a pas très longtemps, en mars de ça. On est autour, pour la sympathie vis-à-vis d'Israël, de 26% des Français qui ont de la sympathie pour Israël. Quand vous regardez l'autorité palestinienne, on tombe à 10%. Et quand vous regardez le Hamas, on tombe à 3%. D'accord ? Ça veut dire deux choses. Déjà, qu'il y a plus de sympathie pour Israël que pour les autres acteurs, Hamas et l'autorité palestinienne, mais aussi qu'un gros nombre de Français s'en fichent complètement. Ça ne les intéresse pas. Donc, l'idée de dire qu'on a des personnes qui sont pro-Israël ou anti-Israël, ça ne marche pas. Et c'est ce ventre mou-là qu'on doit aller conquérir, avec qui on doit travailler, cette fameuse majorité silencieuse. Et enfin, et je terminerai là-dessus, je crois qu'un des défis qu'on a aujourd'hui, c'est de faire front, certes contre l'antisémitisme, mais aussi contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques. On le trouve à l'extrême gauche,
On le trouve à l'extrême droite aussi. Alors en France, on a un parcours un peu particulier avec l'extrême droite qui essaye de s'acheter une vertu en essayant de venir à des marches contre l'antisémitisme. On y croit, on n'y croit pas, on pourra en discuter, c'est pas le lieu. Mais c'est pas le cas dans les autres pays d'Europe. Vous allez en Hongrie aujourd'hui, ou en Pologne, on a certes des personnes qui collent à Israël, mais qui, en même temps, n'ont pas remis en question leur passé antisémite. Donc il y a une disparité de situation aujourd'hui qui existe en Europe. Certains découvrent l'antisémitisme, j'en parle avec des homologues britanniques. D'autres savent qu'il y a un penchant très fort de l'antisémitisme dans leurs États, notamment en Europe de l'Est, dans certains pays d'Europe de l'Est. Et ici, on a affaire à une extrême droite qui essaye de se réhabiliter à travers l'antisémitisme, en travaillant beaucoup sur la question de l'immigration. On est tous sensibles à ces questions-là. Et donc, il faut être, à mon avis, extrêmement attentif à ça, y compris avec les acteurs qui sont en dehors de l'Europe. Vous avez très certainement vu ce qui s'est passé au mémorial de la Shoah il y a quelques jours, avec ces mains rouges qui ont été apposées sur le mur des Justes. Ce qu'on observe aujourd'hui, alors c'est à vérifier, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cette action-là ne vient ni de l'extrême gauche, ni de l'extrême droite, mais de la Russie. Donc il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, des acteurs qui ont vocation à instrumentaliser l'antisémitisme pour attiser les conflits au sein même de la société française pour des raisons géopolitiques et par rapport à la position que la France peut prendre en Ukraine ou ailleurs. On l'a vu avec les étoiles bleues il y a quelques mois à Paris. On le revoit maintenant avec les mains rouges sur un monument qui est un monument symbolique extrêmement fort dans le 4e arrondissement de Paris. Il faut être extrêmement vigilant à cette instrumentalisation et à ne pas tomber dans le piège de cette instrumentalisation. Voilà, il nous reste très peu de temps et on va écouter Mme Grosam avec une question. On vous laisse la poser, loin du micro. Alors, par rapport à la haine d'Israël, du point de vue psychanalytique, Daniel Sidoni disait la chose suivante, c'est qu'en fait, une majorité des populations du monde était comme un public qui regardait un funambule sur son fil. Et que, à part quelques sadiques, la majorité du public, de la population, souhaitait finalement, enfin, il faisait la comparaison avec Israël, souhaitait finalement qu'il arrive au bout sans tomber. De la même façon, en ce qui concerne les sondages, un certain nombre de sondages montrent qu'il y a une majorité, la majorité silencieuse dont parlait Ilan Shalom, qui finalement n'est pas forcément antisémite, par exemple en France. Alors ma question est la suivante. Quels sont les moyens, question que je me pose depuis un moment, quels sont les moyens, que ce soit dans les médias ou que ce soit de façon générale, comment stimuler cette population pour qu'elle ait de la voix, à la place d'entendre le buzz permanent des factions antisémites. Merci. On va prendre une dernière question. Ouais. Natacha, on t'écoute. Bonsoir, merci d'avoir organisé cette conférence ce soir et merci aux intervenants d'être venus. Donc aujourd'hui, on a de nombreux étudiants qui n'osent plus aller en cours, qui n'osent plus aller sur les campus, parce que être sioniste, c'est devenu une insulte. Je pense, et je pense que tout le monde sera d'accord ici, qu'on a loupé le coche au niveau de notre Hasbara et en nombre, on ne peut plus gagner. Donc comment est-ce qu'on peut faire de façon concrète et efficace pour avoir une Hasbara efficace et réussir à changer la donne, parce que même si on va sur les campus, qu'on fait l'état du dialogue, qu'on fait de la médiation interculturelle, ça ne suffit plus. Et les réseaux sociaux ont pris une telle place où, comme vous dites, l'émotionnel prend le dessus, que même là, on voit hier une vidéo avec 6 femmes otages qui a été sortie et personne ne réagit actuellement. Comment faire? Merci. Voilà, messieurs, on vous laisse la réponse. Qui veut répondre? Ilan, on t'écoute. Je vais prendre la dernière question, peut-être d'abord, qui est celle qui me paraît le plus difficile, mais en même temps la plus proche de mon existence, puisque aujourd'hui, le laboratoire dont on parlait tout à l'heure est un laboratoire de géopolitique qui se trouve non pas à Sciences Po ou à Dauphine, mais à Paris 8, à Saint-Denis. Donc, hier, j'ai eu la chance de parler d'antisémitisme à Saint-Denis. Avoir affaire à des personnes avec qui on n'était pas d'accord forcément, mais avec qui on a réussi à avoir un dialogue.
Ce dialogue, il est exigeant, il est difficile à mettre en place, très clairement. Mais il suppose aussi de comprendre ce qui anime ces personnes. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines de ça, une tentative de l'UEJF devant la Sorbonne d'aller au contact de différents acteurs. Je pense que ce type d'initiative doit être reproduit, doit être cadré, institutionnalisé. Peut-être qu'il y a un travail à faire avec les présidents d'université. Parce qu'aujourd'hui, de fait, on n'a pas d'éducation, non pas uniquement à la question du conflit israélo-palestinien, c'est une question qui est récurrente dans notre pays et dans les autres pays d'Europe, mais d'une éducation à la nuance et à la complexité. C'est tout sauf simple, la question israélo-palestinienne. Ça demande énormément de nuances, ça demande d'être capable de traiter la complexité. Je pense que, Élie, en rentrant, tu as fait 4 délégations, et je pense que tu vois la complexité de la situation sur le terrain. On peut être très proche d'Israël, on peut reconnaître cette complexité, ça ne pose aucun problème. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, et un travail aussi, j'ai pu le faire à mon époque, cette question de sionisme n'est pas nouvelle. Sur les campus, j'ai parlé de la seconde intifada tout à l'heure, on a eu le même problème en 2000. Sur les campus, il était impossible de parler de Shoah, impossible de parler des questions d'Israël. Et on a trouvé une solution, ça a été de travailler sur, non pas une concurrence des mémoires, mais sur un dialogue des mémoires. Sur la question du génocide, par exemple. La question du génocide est un crime qui est juridique. Un crime qui permet, parce qu'il est juridique, d'avoir une approche comparative. Et cette approche comparative-là, on a pu parler non seulement de la Shoah, mais aussi, pour parler de la Shoah, on a dû passer par le Rwanda, on a parlé de l'Arménie, etc. Et en cela, on a élargi le cercle. Et en élargissant le cercle, on a trouvé des alliés objectifs qui ont commencé à comprendre ce qu'on faisait, pourquoi on parlait de la Shoah, pourquoi c'était important dans la structuration du débat national, sur les questions de démocratie, de droits de l'homme, de crimes contre l'humanité. Et là, on a pu avoir affaire à des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, 20 ans après, continuent à être des alliés objectifs. Donc, je pense qu'il est nécessaire de comprendre, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de comprendre ce que l'autre, dans sa généralité, veut, qu'est-ce qui le fait vibrer, hormis la question israélo-palestinienne, peut-être ne jamais, même au départ, l'aborder et trouver des dénominateurs communs. Une fois qu'on a trouvé cela, je pense qu'on est capable d'aborder les points épineux, et ces points épineux, c'est notamment la question israélo-palestinienne. Merci Yann. Élie, on va te donner la réponse également, et on devra conclure tout de suite après, parce que messieurs ont un train dans quelques minutes, et après il n'y a plus de train pour Paris. C'est le dernier. Je vais compléter peut-être d'un mot ce que vient de dire Ilan, et parce que je pense que vos deux questions, mesdames, sont assez complémentaires l'une de l'autre. Sur à la fois ce qui fait notre crainte actuellement par rapport à l'antisémitisme, il est toujours important, et je le fais régulièrement, de rappeler que notre pays, la France, n'est pas un pays antisémite, mais qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait autant d'antisémitisme en France comme nous l'avons actuellement. C'est toute l'ambivalence de la chose. Et quand vous dites les facteurs inquiétants aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète particulièrement aujourd'hui, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, en tant que présidente aussi de l'UEJF, ici, ce qui m'inquiète, c'est la nouvelle génération. J'entends des baby-boomers qui ont aujourd'hui 70, 75 ans me dire, vous savez, nous en 68, on manifestait, on criait, on faisait la révolution, mais c'était pas la haine de l'autre. C'était sous les pavés la plage, c'était CRSSS, c'était une rébellion contre un système, mais en aucun cas ce qu'on vit actuellement. Moi, mon inquiétude, c'est de voir aujourd'hui des jeunes de la génération de mes enfants, de 20 ans, de 25 ans, qui manifestent aujourd'hui. On a parlé des mains rouges qui ont été avec des pochoirs sur le mémorial, mais avant, 15 jours avant, ces mains rouges, on les a vues sur des êtres bien vivants, sur des jeunes devant Sciences Po qui manifestaient et qui faisaient évidemment référence, qu'on ne vienne pas nous dire on ne sait pas de quoi ça parle, qui faisaient évidemment référence notamment au lynchage de 2 jeunes soldats israéliens qui s'étaient retrouvés à Ramallah en 2000, lynchés, tués par la foule haineuse et antisémite. Donc aujourd'hui, ce qui m'inquiète, si je dois le dire, et je crois qu'on doit avoir un travail beaucoup plus important, monsieur parlait tout à l'heure de l'école tout à l'heure, mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le milieu étudiant, c'est-à-dire aujourd'hui les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui demain seront à la tête d'entreprises, dans la société civile, auront des responsabilités, et de voir aujourd'hui cette extrémisation par l'extrême gauche notamment, et par ce caractère antisioniste qui devient antisémite, notamment après le 7 octobre,
savez, après la Shoah, on a mis des années à voir la vérité historique et il y avait ce révisionnisme. Aujourd'hui, je reviens d'Israël, j'étais avec mon ami Franck Tapiro, le communicant. J'aime bien quand il parle de révisionnisme. C'est-à-dire qu'on est après le 7 octobre, on est 7 mois après, et déjà, certains viennent faire du révisionnisme sur la situation qui s'est passée le 7 octobre et sur les suites du 7 octobre. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut que la jeunesse, et pas seulement quelques responsables de mouvements étudiants, il faut que la jeunesse se prenne vraiment en main. Et quand on voit des conférences, quand on voit des réactions sur les réseaux sociaux, moi ce que je voudrais voir, c'est non pas 1 ou 2 jeunes de 25 ans dans cette salle ou dans certaines manifestations, je voudrais voir des dizaines et des dizaines de jeunes qui se mobilisent. Voilà ce dont on a besoin. On a besoin que notre jeunesse soit plus mobilisée. Parce que nous, c'est important qu'on soit là et qu'on participe au débat. Mais on a besoin d'une jeunesse beaucoup plus forte encore que celle qu'on a aujourd'hui. Et je terminerai juste par un tout petit point là-dessus. S'il y a un point positif peut-être dans ce marasme de choses négatives qu'on a connu depuis le 7 octobre, s'il y a un petit point positif, et moi je le vois, vous savez, je voyage dans toute la France, comme ça a été dit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être chez vous. Lundi, je serai à Lyon, par exemple. On a vu depuis le 7 octobre beaucoup de trentenaires et de jeunes quadras qui ne participaient pas du tout à l'action communautaire ou l'action associative, et qui, après le 7 octobre, se sont mobilisés, ont fait des collectifs, collectif Action Avocat, collectif 7 octobre, collectif Women United for Peace, et j'ai été à leur côté pour les soutenir, et j'y serai encore dimanche. À chaque action qu'ils font, je vais les soutenir. Ça, c'est un point positif, parce qu'il y a des énergies nouvelles, des femmes et des hommes, qui se sont investis depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, on a encore un travail à faire pour que nos jeunes, qui peut-être parfois sont un peu dans la lassitude par rapport à tout ce qu'il y a, que notre jeunesse, et je parle bien des 18-25 ans, se mobilise encore davantage. Merci beaucoup. On va devoir conclure la conférence. Je suis désolé, il y a un train à prendre. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient des questions. Par rapport aux étudiants, parce que c'est nous les premiers concernés. Mais vous leur direz tout à l'heure en aparté si vous voulez bien. Alors, je prendrai le temps de parler avec Merci beaucoup. M. Porchet et M. Voilà. Je vais laisser la parole à Maurice Dahan pour conclure cette conférence et raccompagner nos intervenants comme il se doit. Merci à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour la patience que vous avez eue pour écouter. J'espère que vous avez eu des réponses, voire des bribes de réponses. En tout cas, vous avez compris que quand on veut parler de l'antisémitisme et du conflit qui oppose les Israéliens aux Palestiniens, mais aussi les Juifs au reste du monde, il faut de la patience, il faut du temps, il faut de la pédagogie, et je crois que ça a été très bien exprimé ici. Je voudrais vous dire que nous ne laissons aucune action contre notre communauté, quel que soit l'endroit. À Strasbourg et dans le reste du Bas-Rhin, nous ne la laissons jamais sans poursuivre et sans poursuite. Nous faisons tout pour que la police mène ses enquêtes et nous espérons aboutir. Et tout à l'heure, M. Guessel a dit quelque chose de très juste. L'impunité est très dangereuse parce que les gens se croient, étant impunis, avoir un droit pour recommencer. Nous avons vécu ça devant le centre communautaire avec des jeunes qui étaient venus pour enlever les drapeaux qui étaient sur le mât, qui n'ont pas été arrêtés tout de suite, qui sont revenus parce qu'ils étaient restés impunis et qu'ils venaient pour enlever les banderoles avec les photos des otages. Et là, on les a fait arrêter et ils ont été traduits en justice. Voilà, c'est comme ça que nous faisons quand nous recevons des courriers anonymes, insultants, antisémites. Nous déposons une plainte systématiquement et je vous appelle tous et toutes à ne rien laisser passer. C'est la première chose par laquelle il faut se mettre en action. Je voudrais terminer en disant un grand merci à M. Guessel, notre hôte, de nous avoir accueillis ici ce soir, et je lui laisse quelques instants pour conclure cette conférence. Merci beaucoup. Le train va partir. Donc, nous sommes des Strasbourgeois. Eux, ils nous ont fait l'honneur de venir ici. Nous devons, je pense, tous souhaiter à nos invités une bonne route. Encore vous remercier tout le monde et à une prochaine fois. Au revoir.